Point commun, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois de 19h à 20h. Coproduite par Point commun, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale RGB 99.2. Et aussi sur radio-rgb.net. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en cette année 2022. Tout d'abord, et de la part des équipes de votre radio locale RGB et de Point commun, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, je vous souhaite tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Au menu de cette émission, nous aurons pour invité Étienne Minungu, metteur en scène et comédien pour le spectacle Trace, discours sur les nations africaines. Interview également en plateau de Chloé Gilbert, secrétaire générale de Point commun, pour nous parler, évoquer la programmation détaillée du prochain temps fort Génération. Et enfin, Feriel Bakouri, directrice de Point commun, et Francis Maréchal, directeur général de la Fondation Royaumont, seront avec nous pour nous parler à la fois des passerelles, des partenariats qui sont noués entre ces deux institutions culturelles et artistiques, mais également pour l'opéra Péléas et Mélisande de Claude Debussy et Maurice Maeterlinck, qui sera donné prochainement sur la scène nationale de Point commun. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Étienne Minungu. Bonjour. Nous allons parler ensemble d'un spectacle qui est à l'affiche à Point commun, la scène nationale de Cergy-Pontoise, les jeudis 20 janvier à 19h30 et le vendredi 21 janvier à 20h30, et cela au Théâtre 95 à Cergy, sur le quartier Cergy Grand Centre. Alors, de quoi s'agit-il ? Le titre du spectacle, Trace, discours aux nations africaines, un texte de Felwine Sarr, écrivain et économiste sénégalais, qui l'a adressé à la jeunesse africaine. Et à lire la présentation de ce spectacle, y compris les retours de la presse, je crois pouvoir dire qu'il s'agit non seulement d'un message adressé à la jeunesse africaine, mais plus largement à la jeunesse de notre monde. Oui, tout à fait. En fait, Trace, discours aux nations africaines, est une espèce de discours un peu à la Obama, le Yes Weekend. Et c'est vrai, c'est un homme qui revient d'un long exil, et qui a traversé le désert, la mer, et qui a connu aussi en Europe pas mal de problèmes liés évidemment à tous ceux qui aujourd'hui prennent les routes à corps perdu, et qui revient chez lui et qui s'adresse en fait aux siens. Et petit à petit, en s'adressant aux siens, en parlant de l'histoire douloureuse de l'Afrique, du continent, en parlant aussi de la géopolitique aujourd'hui, finalement se met à s'adresser au monde sur le devenir du monde, un devenir qu'il espère plein de fraternité, de compréhension, donc une espèce de discours universaliste. Et Felwine Sarr y met une immense poésie, beaucoup de beauté, et nous, dans son traitement, nous y avons mis aussi énormément de poésie, surtout avec le musicien qui m'accompagne, Simon Winsey, qui joue à des instruments exceptionnels. Alors ce texte, au départ, on pourrait croire qu'il serait porteur de colère à l'égard effectivement du monde occidental, à l'égard effectivement de tous ceux qui sont à l'origine à la fois des colonisations, de l'esclavage et bien d'autres turpitudes qui sévit encore aujourd'hui sur le continent africain. Et là, eh bien, c'est pas de la colère, mais plutôt l'idée d'appeler à agir, d'abord à reprendre ou voire à retrouver confiance dans le présent et l'avenir. Oui, c'est surtout un regard extrêmement lucide. Vous savez, la poésie a cette dimension-là, que même en nommant les choses de manière, on va dire, sérieuse, parce que c'est vrai que ce discours aussi n'occulte pas le passé colonial, le passé de l'esclavagisme, n'occulte pas non plus la responsabilité des élites africaines, des pouvoirs africains aujourd'hui sur la condition de la jeunesse africaine, la condition de vie des jeunes africains. Mais en même temps, c'est un discours
c'est une parole finalement qui appelle à la lucidité, à l'apaisement, mais surtout à tourner le visage vers le soleil, comme il écrit. Tourner le visage vers le soleil, c'est évidemment regarder dans le présent ce qui est à construire et finalement convoquer les uns et les autres à un travail pour que dans nos environnements respectifs, quelles sont les actions que nous pouvons faire pour à la fois transformer notre environnement et par ce fait-là participer aussi à la transformation du monde. Oui. Alors, si c'est pas un discours de colère, cependant, au-delà, on va dire, du parcours d'un émigré qui est aussi au cœur de de votre propos et de ce spectacle, c'est aussi toute l'odyssée du continent africain dont il est question pour rappeler à nous tous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons des deux rives de la Méditerranée, que l'Afrique est le berceau de l'humanité qui a été soumis, comme je le disais tout à l'heure, à l'esclavage, puis aux différentes colonisations, mais également à toutes ces autocraties, pour ne pas dire dictatures, voire où la loi de la corruption est la plus forte, la loi du plus fort est toujours celle qui existe dans un certain nombre de pays en Afrique encore aujourd'hui. Oui, absolument. C'est vraiment une espèce de pensée extrêmement lucide en si peu de temps sur la condition générale du monde, son passé, ce présent porteur de crispation identitaire et en même temps aussi d'incurie politique à tous les niveaux, dans tous les espaces du monde, mais en même temps l'idée que l'espoir est permis et qu'il y a encore des hommes et des femmes capables de sursaut pour partager un devenir meilleur. C'est en cela que c'est presque prophétique, que c'est une parole prophétique. Mais ce que je dois dire, c'est que cette lucidité sur le monde puise aussi sa force dans une forme d'élan spirituel. Je crois que Felwine Sarr nous invite beaucoup plus, non pas seulement à l'observation intellectuelle du monde, mais en même temps aussi à une forme d'appréhension poétique du monde. Et dans cette appréhension poétique du monde, eh bien, l'avenir se dessine et est plein d'espoir. Parmi les critiques que j'ai pu lire, qui ne sont pas forcément que des critiques positives, mais c'est bien justement de nourrir la discussion, le débat, j'ai lu sous la plume de Vincent Bouquet la chose suivante. Tout se passe comme si, à trop vouloir jouer la carte de l'apaisement, l'intellectuel s'était contenté d'une eau un peu trop tiède. Qu'en pensez-vous ? Oh oui, mais vous savez, d'abord, c'est pas un intellectuel qui écrit, c'est un poète. Et il faut donner toujours au poète la liberté de poser sa parole sur le monde de la manière dont il le souhaite. Et pour ma part, en tant que comédien interprétant, me laissant traverser par cette parole-là, ce que je désire d'autre, ce n'est pas de l'invective. Ce que je désire partager, c'est partager une sensibilité, quelque chose qui touche à la fois le cœur et l'âme et pas seulement l'esprit. Et je vais dire notre intelligence, mais beaucoup plus notre intelligence émotionnelle. Et c'est le travail du poète, c'est le travail du comédien. Et c'est ce que j'ai tenté de faire. Au sujet de ce texte, d'ailleurs, ce texte a été écrit pour vous, je crois savoir, oui. Et pour une occasion très particulière, qui est forte plus que de symbole. Ce texte a été commandé par le Théâtre de Namur, et cela pour l'inauguration du Musée des civilisations noires en 2018 à Dakar. Et c'est dire l'actualité, la dimension très contemporaine, très actuelle de ce même texte. Ah, absolument. Dans un contexte aussi, vous savez, Felwine Sarr a été avec Bénédicte Savoie, ceux qui ont fait le rapport commandé par Emmanuel Macron sur la restitution des œuvres d'art. Donc nous étions dans ce contexte-là. Nous étions aussi dans un contexte effectivement de l'ouverture du musée des civilisations, donc finalement un musée des civilisations au cœur de l'Afrique, au Sénégal, pour accueillir les œuvres d'art du continent et les rendre présents à la jeunesse africaine. Et donc, effectivement, la commande de ce texte vient en ce moment-là. Mais cette commande aussi vient après mon travail à moi. Depuis quelques années, je travaille sur ce que j'appelle les pacificateurs de la mémoire. Ça a commencé d'abord par m'appelle Mohamed Ali de Dieudonné Niangouna, l'auteur congolais
ici en ce moment à Paris et qui a écrit un texte très fort sur la figure de Mohamed Ali. Bien, et ensuite aussi, je me suis emparé du cahier d'un retour au pays natal de Aimé Césaire. Aimé Césaire, effectivement. Et enfin, une espèce d'oratorio autour des textes inédits de Soni Laboutansi, dramaturge et auteur congolais. Et donc la parole de Felwine Sarr venait à point nommé comme étant la quatrième parole qui viendrait compléter pour moi ce que j'appelle ceux qui, dans leur écriture, dans leur élan politique, appellent à d'autres fraternités tout en étant absolument incisifs sur les blessures du monde. Alors, sur la décolonisation, Felwine Sarr a dit la chose suivante: la décolonisation des esprits doit se faire de part et d'autre de la Méditerranée. Comme quoi, il y a un chemin encore à faire et à parcourir de part et d'autre de la Méditerranée. Ben oui, vous voyez bien, regardez bien le débat politique aujourd'hui en France par rapport à toutes ces désirs séparatistes. Ces désirs séparatistes qui est dans la parole des politiques, ces crispations autour des identités. On est en train de chercher de nouveau encore la forme de pureté historique qu'on voudrait attribuer à chaque peuple. Eh bien non. Notre monde aujourd'hui est le résultat d'affrontements, de confrontations, et que donc pour rechercher la paix, pour rechercher la compréhension, il faut que de part et d'autre, eh bien, chacun puisse nommer ses doutes, nommer en même temps aussi ses craintes et ses peurs, et puis évidemment trouver le moyen de vivre ensemble. De toute façon, nous ne pouvons pas faire autrement que de vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est chercher quand même à nous connaître davantage. Et connaître davantage, c'est éplucher l'histoire, les archives, non pas pour y rester, mais pour ensemble dessiner un autre avenir. Quand on parle de l'Afrique encore aujourd'hui, ici, on va dire en France, voire dans le monde occidental de manière plus large, on a une vision toujours, voire des clichés de type la misère, la pauvreté, et il y a effectivement comme ça de très nombreuses images qui nous parviennent sans cesse. Or, vous rappelez effectivement, concernant ce texte et la situation qui est écrite et décrite au travers de ce texte, vous rappelez comment avons-nous pu accepter de nous faire appeler ainsi par les détrousseurs qui nomment pauvres ceux qui sont spoliés, ce qu'ils ont spolié, pardon. Oui, ça c'est l'histoire. Il faut bien croire que. Mais l'histoire qui continue. L'histoire qui continue parce qu'elle n'est pas connue. Regardez dans le système scolaire, dans l'éducation nationale des pays occidentaux. Il y a une part de l'histoire coloniale et de l'esclavage qui n'est pas assez dessinée. Alors l'histoire contemporaine, encore moins. L'histoire contemporaine est complètement bouffée par les informations sur l'actualité de ce qui se passe, etc., sans qu'on ne puisse rattacher aujourd'hui les soubresauts de l'histoire contemporaine à l'histoire. Et donc ce manque de cohérence, d'explicitation de l'histoire par rapport aux soubresauts contemporains, eh bien, rend complètement difficile la lisibilité des problématiques du monde. Donc, aussi bien pour les Africains, à savoir que les conditions dans lesquelles nous sommes nommés aujourd'hui, la nomination tout le corpus de nomination qui désigne les périphéries aujourd'hui, je préfère parler de périphérie parce que pour moi l'Afrique est le symbole de la périphérie, eh bien, ces différentes nominations sont des nominations, je vais dire, affaiblissantes. Elles ne sont jamais dans la beauté, dans le regard juste, ils sont toujours dans la comparaison et puis parfois aussi dans la commisération. On ne peut pas rester l'œil rivé uniquement sur le passé sans entrevoir l'horizon du futur. Vous dites d'ailleurs à cette jeunesse aussi à qui vous allez adresser ce texte, vous dites « Notre faiblesse, c'est d'ignorer nos forces ». Je pense que là, c'est la clé, effectivement, pour comprendre et aussi engager, effectivement, un mouvement vers le futur. Oui, absolument.
c'est d'ignorer nos forces, c'est de se rendre compte aussi que les espaces dans lesquels se déploie la jeunesse aujourd'hui sont porteurs à la fois de sens, mais en même temps porteurs de vie, et que ces espaces-là demandent seulement leur contribution, c'est-à-dire qu'ils se mettent au travail. Et ce n'est pas seulement la jeunesse africaine, c'est toutes les jeunesses du monde. Il faut aussi mettre ça en perspective avec le système néolibéral aujourd'hui, qui est un projet quand même de domination et d'exploitation, et y compris en Occident. Et que donc la meilleure façon de s'extirper, c'est sans doute de réinventer de nouvelles façons d'habiter le monde et de se connecter au monde, de se connecter aux autres du monde. Et je crois que les défis actuels, c'est cela. Comment est-ce que nous pouvons réinventer un modèle plus équilibré, de partage, de justice, et surtout de nous rendre compte que le destin, notre destin est un destin commun, lié de l'Indonésie en Patagonie, en passant par l'Amérique du Sud, au Sahara. Bref, aujourd'hui, la production de l'avenir est une production que je pourrais dire de cotisation de part et d'autre du monde. Concernant, j'ai lu une critique de presse positive. Étienne Minungu, présence solaire, s'empare de ce texte avec autant de colère que de douceur et de bienveillance. Ces mots entrent en résonance avec le chant de Simon Wins, qui s'accompagne des sonorités traditionnelles de l'arc à bouche, de la flûte peule, donnant à entendre toute la sève et les couleurs de l'Afrique. Et cela, c'est sous la plume de Sophie Jouve de France Télévisions, rédaction Culture. J'imagine qu'effectivement, ça vous donne encore plus de force pour traduire et passer comme un passeur, effectivement, ce texte de l'auteur. Oui, c'est très gentil. De Felwinsar, pardon. De Felwinsar, oui, je crois que ça fait plaisir. J'ai toujours considéré l'espace théâtral comme un rapport d'amitié avec l'Assemblée qui écoute. Et que pour moi, le théâtre est un espace de la discussion sociale, de la conversation, et que ce n'est pas le lieu de la profération justicière, mais beaucoup plus un espace de conversation intime qu'on a avec des amis, parce que le public qui se déplace est déjà engagé dans un processus de production collective de l'avenir. Et c'est pour cela que j'aborde toujours la scène comme étant un lieu vivant de partage et d'amitié, et pas autre chose. Vous êtes un grand comédien et un fabuleux conteur, ça j'ai déjà eu l'occasion de le vérifier, et donc j'invite fortement ceux et celles qui écoutent cette interview à aller découvrir ce spectacle Trace, discours aux nations africaines, sur le texte de Felwinsar, et mise en scène par vous-même, et sur scène effectivement. À vos côtés, vous nous rappelez le musicien qui vous accompagne? Simon Winsé. Voilà, c'est à l'affiche le jeudi 20 janvier à 19h30 et le vendredi 21 janvier à 20h30 au Théâtre 95 à Cergy, à l'affiche de Point commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. Dernière chose à ce propos, il y aura une rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation du jeudi 20 janvier à 19h30. Un dernier mot peut-être pour ceux qui sont encore sceptiques pour aller voir ce type de spectacle? Dire tout simplement que ça fait bien de se retrouver. Nous vivons une époque avec la pandémie, on s'est méfié les uns des autres, et dès que la possibilité que les espaces de rencontre s'ouvrent, c'est bien de se voir et de regarder chacun si on est bien vivant. Et je crois qu'on est tout à fait bien vivant, et c'est une chance de le saisir pour se revoir encore. Oui, très bien. Vous avez fait une proposition musicale, je crois savoir, avec Alif Nahaba et un extrait de son album So Walk. Oui. Un mot à ce propos? Alif Nahaba est sans doute un des musiciens du Burkina Faso que j'aime le plus. Il a sorti cet album cette année, enfin l'année dernière. Et le morceau que j'ai choisi parle donc de la terre. Et vous savez que le Burkina Faso, comme la région du Sahel, traverse une période très difficile avec les terrorismes. Et donc, c'était une manière pour moi de rendre hommage à la résilience des populations dans ces zones-là,
et en même temps aussi appeler à la solidarité internationale sur ce qui se passe au Sahel aujourd'hui. Merci infiniment à vous, Étienne Minungu. Et on a pris date le jeudi 20 janvier 19h30, vendredi 21 janvier 20h30 au Théâtre 95 à Cergy. Mille merci. Merci. Kuma wende somton tirian intama wende tontinga tananyabre wende tontinga tu gazebo ni bularo ni yorin ketenga na kutondo habla rap manakalo tontenyo runare tontenga le bravuro la le cahier tigre le cahier nom le cahier la le cahier tigre le cahier nom le cahier wende tontenga tana kunkuma wende somton tirian intama wende tontenga tana nyabre wende tontenga tu gazebo. Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Feriel Bakouri, directrice de Point commun. Bonjour, bonne année. Bonne année, meilleurs vœux également. Vœux que je transmets également à notre deuxième invité, Francis Maréchal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Fondation Royaumont et vous êtes invité dans le cadre de cette émission mensuelle de Point commun à l'émission pour parler de différents sujets et en particulier un partenariat fort autour de l'opéra Péléas et Mélisande de Claude Debussy et Maurice Maeterlinck qui sera sur scène le vendredi 21 janvier à 19h30 à Point commun, Théâtre des Louvrais à Pontoise. Alors peut-être avant de parler de cet opéra et de ce rendez-vous particulier, demander à Feriel, comme à vous-même Francis Maréchal, les passerelles qui existent entre Point commun et la Fondation Royaumont, ce n'est pas une première fois. Il y a en projet un certain nombre de rendez-vous d'ailleurs qui sont bien fixés sur la saison qui est en cours et j'imagine pour l'un comme pour l'autre, vous vous êtes déjà projeté pour les années à venir. Qu'en est-il de ce partenariat entre Point commun et la Fondation Royaumont, sachant qu'il s'agit là de deux institutions artistiques et culturelles majeures du département du Val-d'Oise? Feriel Bakouri. Alors dire que moi ça fait juste 4 ans que je suis là dans le Val d'Oise et que en effet ce qui est important de raccrocher, même si vous le savez José, c'est que au moment du rassemblement des deux équipements, la scène nationale n'a plus été seulement un lieu de diffusion mais un lieu de création. Donc on s'est très vite rencontré avec Francis Maréchal et ses services pour parler de projets. Et ce qui était apparu important, puisque Francis Maréchal en parlera mieux que moi, c'est qu'en effet, Royaumont, dans ses missions, a quand même une mission d'accompagnement des artistes et de résidence, et qu'une scène nationale a toujours un plateau. Mais que, devenant pôle de création, cette scène nationale, il y avait encore plus de légitimité à créer des liens qui passe par les artistes, parce que le cœur de notre activité, je pense, pour la Fondation Royaumont, comme pour la scène nationale, quand on parle de culture, c'est de parler de culture, spectacle vivant, artiste, et qu'en effet, il y a maintenant de nombreux artistes qui sont entre nous, que ce sont des artistes qui appartiennent au champ de la musique et de la danse, que la scène nationale a une moitié de programmation de théâtre, mais qu'elle amplifie sa programmation dans ses musiques, et que nous sommes en effet deux lieux ressources, alors en lien avec d'autres acteurs importants du Val d'Oise, Jazzophile de Loire, le Festival Baroque, et que moi, en tout cas, ce que j'ai aimé avec Francis et avec la Fondation, c'est que les liens artistiques se sont faits très simplement et très facilement autour d'artistes que sont les Cris de Paris, qui est une compagnie entre musique baroque et musique contemporaine, qui était impliquée à Royaumont, en lien avec la scène nationale, autour de
Naïsam Jalal, qui était en lien avec le festival Jazzophile de l'Oise, mais aussi avec Royaumont, qui est cette formidable compositrice musicienne d'origine syrienne. Volmir Cordero, qui était un artiste qui était plutôt identifié à la scène nationale, qui est un artiste chorégraphe, qui a pu faire une résidence de création extrêmement importante à Royaumont et qui a pu créer Métropole à la scène nationale. Nash, qui est une jeune artiste identifiée par Royaumont. Donc vous voyez, la liste est presque longue. Donc il y a tous ces artistes en résidence. Qu'est-ce qu'ils font ces artistes dans le Val d'Oise ? En fait, ils fabriquent leurs spectacles parce que parfois, on oublie que les spectacles ne sont pas que diffusés, il faut les fabriquer et que les fabriquer, les conditions de fabrication, c'est un vrai sujet. Et évidemment, il y a l'opéra et je pense que sur l'opéra, c'est mieux que Francis parle. Alors, Francis Maréchal, pour vous, quels sont les points communs, l'expression est de circonstance, entre les projets que vous développez, vous, à Royaumont, Fondation Royaumont, qui a célébré ses 50 ans, c'était en 2014 Oui, alors on en est déjà plutôt à 57 ans, le temps passe très vite. On prépare les 60 ans peut-être pour 2024 ? Oui, on n'y pense pas encore. Alors, point commun entre vos deux institutions artistiques et culturelles ? Je dirais que c'est à la fois les points communs et la complémentarité qui, à mon avis, imposait une collaboration renforcée entre la scène nationale et Royaumont. Le point commun, je dirais, c'est l'artiste, tout simplement. Nos deux institutions sont dans une démarche de soutien aux artistes. C'est quand même, il n'y aura pas de diffusion artistique si les artistes ne commencent pas par effectivement penser, produire et créer, en fait. Donc c'est vrai que cette préoccupation des artistes, c'est une préoccupation qu'avec Feriel, évidemment, nous partageons complètement. Après, je dirais que c'est la complémentarité entre les deux institutions. D'abord, une complémentarité géographique, parce que autant, je dirais, Point commun est au cœur de la ville, et au cœur du Val d'Oise, en fait, autant Royaumont est dans un écart. Donc c'est assez intéressant parce que Royaumont justement est un lieu un petit peu en retrait. Nord-est, au milieu des vaches, mais quand même avec des populations qui sont proches de Royaumont, mais malgré tout quand même dans une densité qui évidemment n'a rien à voir. Avec un lieu patrimonial fantastique, l'abbaye cistercienne de Royaumont, c'est un haut lieu du patrimoine tant du Val d'Oise qui rayonne au national et à l'international. Bien sûr, voilà, nous avons une activité de visite permanente, mais nous avons surtout un équipement résidentiel qui permet, comme le disait Feriel, à des artistes de venir séjourner, de créer, travailler et préparer en fait. Donc on a ce côté un petit peu amont, je dirais, à Royaumont. Bien sûr, nous avons aussi une production, un festival, mais c'est vrai qu'il n'occupe qu'une partie minoritaire de notre activité. Et puis, effectivement, nous n'avons pas, nous, les équipements de diffusion pour le spectacle vivant, pour les formes les plus renouvelées du spectacle vivant, dont dispose, surtout aujourd'hui avec le rapprochement des deux théâtres, dont dispose Point commun. Nous avons bien sûr des espaces de travail, mais quand on va parler de Péléas et Mélisande tout à l'heure, eh bien, autant nous aurons pu le préparer à Royaumont, autant nous ne pouvons pas le présenter à Royaumont. Donc voilà, je crois que les équipements sont aussi très complémentaires, et c'est ça qui, à mon avis, justifie, autour, encore une fois, de la démarche artistique que nous soutenons, et ensuite dans son rapport au public, bien évidemment, c'est ça qui justifie, en effet, ce fort rapprochement avec Point commun. J'allais dire, véritable passerelle également, pour permettre au public de circuler dans ce département, et peut-être pour les uns comme pour les autres, de toucher des publics nouveaux. C'est vrai qu'on a déjà expérimenté des projets avec la scène nationale. Aussi, comme le disait Feriel, on a aussi bien sûr des relations avec tous les acteurs de la vie culturelle du département. On n'est pas du tout dans une espèce de posture hégémonique où on se dit nous sommes les deux institutions majeures et puis on ne s'intéresse pas aux autres. On travaille avec énormément d'institutions, nous aussi, comme précisément le Festival baroque de Pontoise, comme le Centre des Arts d'Anguien, comme Persan. Et c'est vrai qu'on essaie de favoriser en effet l'avenue du public et le passage d'un lieu à l'autre. Vous citiez Feriel Bakouri, Volmir Cordero, vous citiez Naïsam Jalal, des artistes qui eux-mêmes ont été ou sont en résidence à Point commun sur le territoire. Et quand on dit une résidence sur le territoire, c'est pas seulement sur Cergy-Pontoise, c'est plus largement sur le département du Val d'Oise, puisqu'il leur arrive effectivement de travailler sur des lieux extérieurs à Cergy-Pontoise. Tout à fait. Alors oui, ce sont tous vous avez raison, José. Ce sont tous des artistes qui ont un rayonnement national, voire international. Voilà, au Royaumont et la scène nationale, on est des lieux labellisés et on est censé pouvoir accompagner les générations d'artistes qui ont besoin de développer, mais qui ont acquis un certain niveau. C'est nos missions, hein, c'est pas pour comment dire, critiquer ceux qui n'auraient pas ce niveau-là, mais c'est quand même notre mission. Donc c'est en effet des artistes qui rayonnent au-delà du Val d'Oise. Ils sont
pour certains, en résidence à Point commun et à Royaumont. C'est ça que je disais au début. C'est ça qui est important. Et il leur faut au moins ça. Enfin, Naïsam Jalal, là, en ce moment, elle est en Inde pour créer un projet indien. Il lui faut plusieurs résidences de création pour aboutir à un spectacle. C'est pour ça qu'elle a besoin de nos 2 lieux. Mais par ailleurs, ils ont un rayonnement national et international pour certains. Alors, vous citiez l'Écrit de Paris. Il y a un projet important qui est engagé sur la saison 2021-2022 avec une série de représentations qui auront lieu à partir du mois de février. Le 4 février, ça sera à Champagne-sur-Oise. Le 11 février, à La Challe, à Iragny-sur-Oise. Et le 12 février, à l'abbaye de Maubuisson, à Saint-Ouen-l'Aumône. C'est un ensemble, donc les Cris de Paris qui travaillent, qui sont accueillis en ce moment même à Royaumont, Francis Maréchal. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, enfin compliqué. La chronologie est un peu différente. Disons que comme le disait Feriel, nous avons accueilli en résidence les Cris de Paris pendant 4 ans. Et donc, ils ont pu développer notamment cette relation avec les compositeurs, puisqu'ils ont beaucoup participé à l'Académie Voix Nouvelle de Royaumont. Donc, cette relation avec la création musicale en train de se faire, c'est quelque chose qu'a expérimenté beaucoup les Cris de Paris et qui a pas mal contribué à leur orientation d'aujourd'hui, en fait. Sur les chants traditionnels Alors là, c'était vraiment sur pour caricaturer, je dirais, la musique savante d'aujourd'hui, mais qui vient un peu du monde entier. Et ensuite, effectivement, donc les Cris de Paris ont quitté leur résidence. Et lorsque Feriel s'est proposé de les accueillir aussi à la scène nationale, la première chose que nous avons faite, avant de parler de ce dont toi tu parleras, je pense, Feriel, nous avons, et c'est là encore la complémentarité des 2 institutions qui se jouent, nous avons accueilli une première résidence avec le chorégraphe François Chéniaud, les Cris de Paris, une résidence d'incubation. On a ce qu'on appelle à Royaumont un incubateur, pour permettre de concevoir un projet. C'était il y a déjà plus d'1 an, qui va être diffusé, je crois, dans 1 an ou 2, à la scène nationale, pour montrer aussi que le processus de création artistique est un processus long et que ce temps à donner aux artistes, c'est aussi une valeur que nous défendons aussi auprès des artistes. Et puis, il y a maintenant le grand projet dont, je pense, Feriel, tu vas parler, mais que je peux aussi évoquer, puisque évidemment, il parle beaucoup. De l'autre. Alors, il y a l'ailleurs de l'autre, alors qui est ce projet qui s'intéresse justement à des musiques du monde. Alors, ça parle aussi beaucoup à Royaumont, qui a aussi une tradition de ce côté-là, inspiré par le regretté Frédéric Deval. Et nous avons, alors cette fois, pour une fois, c'est le contraire, c'est de la diffusion qui va se faire à Royaumont, car nous diffusons quand même aussi. Et l'ailleurs de l'autre, alors j'ai pas la date exacte en tête, alors c'est un peu après les dates que vous avez évoquées, mais nous allons, je crois, le donner dans le cadre des dimanches à Royaumont, où tous les dimanches, on a une offre de rencontre artistique avec le public. Ce sera, je crois, le 3 juillet, enfin tout début juillet, où nous accueillons effectivement l'ailleurs de l'autre. Et puis il y a la construction d'une vraie académie, pour des jeunes compositeurs, pour les aider à expérimenter l'écriture pour des œuvres chorales. Et aussi dans une dimension également pédagogique, pas simplement pour des ensembles professionnels de super niveau comme les Cris de Paris, mais aussi par rapport à des chœurs d'établissements scolaires. Et là, justement, on est en train de finaliser la mise au point d'un partenariat, où là, je dirais que c'est nous qui accompagnons. Nous sommes pas en première ligne, mais nous accompagnons avec beaucoup de bonheur, parce que c'est cohérent pour nous par rapport à ce qu'on a vécu avec les Cris de Paris. Nous accompagnons Geoffroy Jourdain et son équipe pour justement travailler avec ces jeunes compositeurs et leur permettre de préparer progressivement des œuvres qui seront données à entendre les années suivantes. Venons-en quand même au temps fort, proche dans le temps, ce qui aura lieu le vendredi 21 janvier à 19h30 à Point commun, Théâtre des Louvrais à Pontoise. La présentation de cet opéra, Péléas et Mélisande, d'après Debussy, une composition de Debussy et de Maurice Maeterlinck sur le texte. Alors, peut-être la présentation par vous, Francis Maréchal, de cet opéra, parce qu'il sera présenté dans une version originale composée par Debussy pour piano et voix, et c'est extrêmement rare que ça ait déjà été entendu, cette œuvre-là, sous cette version-là. On l'a déjà entendue en version plus orchestrale. Ouais. Elle a été entendue, je crois, une fois à Compiègne et puis une fois à Londres, mais c'est vrai qu'elle est assez rarement donnée. Et il nous a semblé que ce huis clos très intimiste, cette espèce de drame amoureux, de jalousie amoureuse, mais qui pose surtout la question de la communication entre les êtres, ou plutôt l'incommunication entre les êtres. C'est un drame de l'incommunication, si je puis dire, Péléas et Mélisande. L'amour impossible. Voilà, c'est donc un voire l'amour interdite.
un huis clos très très intimiste. Et cette première version originale écrite par Debussy nous semblait donc finalement aller totalement de pair avec donc le livret de ce qui est quand même un des premiers chefs-d'œuvre de l'opéra du XXe siècle. Et donc nous avons cette petite structure de production à Royaumont qui s'appelle l'Unité Scénique, qui permet justement à des jeunes chanteurs à très haut potentiel, donc des futurs Nathalie Dessay, Philippe Jarowski, de venir justement perfectionner leur savoir-faire sur le plan dramatique, sur le plan de la scène, et de le perfectionner auprès de très grands metteurs en scène. Et cette alliance avec la scène nationale, donc qui est coproductrice du projet, ainsi qu'un certain nombre de théâtres en France, et qui permettra une belle tournée, cette alliance nous a permis justement de solliciter deux des plus grands metteurs en scène de la scène lyrique actuelle, qui sont sur les plus grandes scènes du monde, Festival de Salzbourg, Covent Garden, c'est Patrice Corrier et Moshe Leiser, qui ont bien voulu se prêter au jeu, et qui se sont enfermés à Royaumont pendant 15 jours, cet été, avec cette équipe de jeunes chanteurs qui sont en ce moment même à Toulon, puisque la première aura lieu au Théâtre Liberté de Toulon samedi soir, et qui ensuite, la semaine suivante, après Orléans, un arrêt à Orléans, seront à Cergy-Pontoise. Donc là encore, je crois que c'est un projet qui illustre parfaitement à la fois cette idée d'accompagner des artistes dans leur développement personnel, et en même temps de jouer sur cet amont où à Royaumont on peut enfermer des gens pour qu'ils travaillent efficacement, et ensuite on a les outils magnifiques à la scène nationale pour présenter au plus grand public les œuvres préparées. Donc une forme d'opéra de chambre, puisque là on ne sera pas dans une version orchestrale comme je l'ai indiqué, ce qui donne selon les metteurs en scène l'impression d'un huis clos explosif, et avec une intention, ce qui renforce aussi ce lien entre vos deux institutions, c'est démontrer que l'opéra est avant tout théâtre, avec l'idée forte de porter les mots du poète par la musique. Et là, je pense que l'un comme l'autre, vous vous retrouvez ce genre, effectivement, de projet artistique. Oui, tout à fait. La scène nationale, en fait, moi, mon but quand je suis arrivée, parce qu'ici, on est proche de Paris et loin de Paris, c'est qu'on puisse trouver à la scène nationale tout ce qu'il y a dans notre capitale et en France. Et l'opéra fait partie du genre quand même important sur lequel je suis ravie de travailler avec Royaumont, parce que c'est quand même leur spécialité, la spécialité de Francis. Donc c'est vrai c'est un événement d'accueillir cet opéra. C'est la première fois qu'on le fait ensemble, mais pas la dernière. Et c'est vrai qu'on se réjouit parce que dans une scène nationale, on peut trouver des projets, vous y venez, José, Francis aussi, de tous les styles, du cirque canadien, du grand théâtre, des grands noms. Et l'opéra, c'est quand même un genre important. Donc le développement quand même dans le Val d'Oise, grâce à la Fondation Royaumont, s'est fait dans le temps. Et c'est peut-être la première fois qu'on fait un grand projet pareil. Peut-être bizarrement que le Covid nous a aidés à le faire. C'est pas bien de le dire, mais c'est vrai. Puisqu'on a eu un peu plus de temps pour pouvoir en fait trouver tous les ponts qu'on pouvait opérer dans la solidarité et le point commun dont on a parlé avec Francis, c'est-à-dire les solidarités aux artistes qui sont les premiers impactés, en fait, dans la crise. Quand on dit la culture est en danger, etc., c'est eux les premiers impactés, en fait. Alors, pour rendre et donner corps à cette histoire d'amour, de jalousie, d'oppression et de meurtre, ce travail passionnant qui sera se présenter sur scène, il faut ajouter, pour être complet sur le sujet, qu'il y a au piano et à la direction musicale en alternance, Jean-Paul Prunat et Martin Sureau, c'est bien ça ? Absolument, deux super jeunes chefs de chant. Jean-Paul Prunat fait une carrière internationale, Martin Sureau est également. Donc il y aura effectivement cette présence du piano sur scène qui contribuera effectivement à cette atmosphère très très particulière de cet opéra qui est effectivement d'abord c'est du théâtre chanté en fait. Et c'est un style révolutionnaire qu'invente Debussy en fait et qui a fait un peu le côté très unique de cet ouvrage. D'ailleurs, Debussy, c'est son seul opéra ? Il a fait d'autres opéras, il a fait La Chute de la Maison Hucher, oui. Mais c'est un opéra, je pense qu'il a un petit peu renié, mais c'est vrai qu'à part ce projet, non, il n'a pas écrit d'autres opéras en fait. Péléas et Mélisande, il disait de cet opéra que c'était le drame lyrique, donc oui. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour ceux qui veulent découvrir ou retrouver dans cette version, comme je disais tout à l'heure, voix et piano, cet opéra. La date et le lieu, c'est le vendredi 21 janvier à 19h30 au Théâtre des Louvrais à Pontoise. La durée du spectacle, 2h30, c'est pour ça que ça commence à 19h30. Et ça s'adresse à tout public à partir de 15 ans, peut-être
qui donne... Moi, je dirais un peu avant 15 ans, je pense. Un peu avant 15 ans. Des jeunes gens réveillés me semblent pouvoir voir un opéra. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Là, c'est difficile à dire. Bon, c'est vrai qu'on est dans une évocation sensible, subtile de sentiments. Bon, il n'y a pas d'horreur montrée sur scène. Hein, je veux dire, même la scène du meurtre est une scène qui n'est pas spectaculaire. Je ne sais pas dire le travail que les metteurs en scène en auront fait, mais je me fais pas trop de soucis. Non, c'est plutôt l'entendement sensible et intellectuel qui peut faire que en dessous, de 14-15 ans, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus complexe à appréhender, sauf pour des élèves déjà très mûrs. On vient de donner quelques éclairages sur ces passerelles, ces rendez-vous, ces rencontres, ce partenariat qui se nourrit, qui va continuer, comme Feriel Bakouri vient de l'indiquer et Francis Maréchal, de se nourrir au fil du temps, j'imagine, au fil de l'eau. On vous donne rendez-vous pour les prochains mois, c'est ça, Feriel ? Oui, avec grand plaisir. Comment refuser cette invitation? Voilà, c'était Feriel Bakouri, directrice de Point Commun, et Francis Maréchal, directeur général de la Fondation Royaumont, pour ce spectacle, pour cet opéra, ce temps exceptionnel qui va être vécu et partagé le vendredi 21 janvier à 19h30 à Point Commun, Théâtre des Louvrais à Pontoise, pour l'opéra Péléas et Mélisande de Claude Debussy et Maurice Maeterlinck. Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Le temps fort génération. Bonjour Chloé Gilbert. Bonjour. Nous allons parler ensemble de génération, parmi les temps forts qui viennent rythmer la saison à la scène nationale, à Point Commun. Alors peut-être pour ceux qui découvrent cette émission, l'occasion de leur rappeler un peu le principe général de ce temps fort génération. Ça s'adresse à qui tout particulièrement ? Effectivement, les temps forts génération s'adressent à tous, mais avec une attention particulière portée à la jeunesse. Alors, on va pas faire le débat sur jusqu'à quel âge on est jeune. En tout cas, on est vraiment sur les moins de 30 ans. L'idée, en fait, les temps forts génération sont vraiment dans la jeunesse du projet qui est porté par Feriel Bakouri depuis sa nomination. D'avoir, en fait, des rendez-vous réguliers à la scène nationale qui s'adressent tout particulièrement aux jeunes adolescents, jeunes adultes, en tout cas à ces populations qui ne fréquentent pas de manière majoritaire, en tout cas nos lieux de culture, en dehors des groupes scolaires et de la fréquentation familiale, disons. Et ces temps forts, en fait, ont aussi été créés pour répondre à une réalité du territoire, qui est la jeunesse du département du Val d'Oise et de l'agglomération Cergy-Pontaine. Et avec aussi le constat qu'on cloisonnait trop les choses entre un lieu de culture, un lieu de fête, un bar, une boîte de nuit, un cinéma, etc. Et de se dire, il y a beaucoup de choses à explorer au niveau de la jeunesse. Il y a des passerelles aussi. Il y a des passerelles et qu'il y a des grands artistes aussi d'aujourd'hui qui explorent cette jeunesse, qui la mettent en lumière sur les plateaux, qui se servent de cette jeunesse pour collecter aussi des choses et écrire un peu la jeunesse d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'est un temps fort avec spectacle, concert, rendez-vous aussi de pratique et de fêtes pour célébrer et questionner cette jeunesse. On va commencer par les propositions côté spectacle avec La tendresse de Julie Berès. C'est un spectacle qui résonne, qui a été créé en diptyque sur la thématique justement de la jeunesse, avec un spectacle qui a déjà été présenté en 2019 à Point Commun, à savoir Désobéir. Cette fois-ci, ce ne sont pas les filles qui sont sur scène, mais plutôt les garçons. C'est ça, tout à fait. Donc, on avait également accueilli Désobéir dans le cadre d'un temps fort génération. Donc, garçons, je disais peut-être les jeunes hommes, pardon. Jeunes hommes, en effet. Et donc, avec Désobéir, Julie Berès avait rencontré, avait échangé et avait donc mis en lumière 4 jeunes femmes qui n'avaient pas d'expérience théâtrale. C'est aussi l'une des particularités de ce spectacle. Et là, cette fois-ci, on est sur, en effet, une équipe plus masculine, avec un spectacle qui interroge la question de la masculinité, prenant aussi un peu le contre-pied, mais pas en contradiction de tout ce qui se dit aussi beaucoup sur la question de la féminité, en tout cas de dire qu'est-ce qu'il y a de plus tendre dans le masculin, et est-ce qu'on a déjà interrogé ces jeunes hommes sur c'est quoi pour eux être un mec bien, c'est quoi être un bon père, c'est quoi être un bon amant, c'est quoi, toutes ces questions-là. Ils doivent débattre effectivement sur tous les clichés liés au masculin, et tout à fait. Aujourd'hui dans la société, ça effectivement interroge sur les injonctions de cette même société, et aussi sur les volontés que l'on trouve dans les traditions, par exemple, et c'est le fameux patriarcat qui est toujours encore bien dominant dans notre société actuelle. Oui, après ce qui est intéressant, c'est finalement un mot qu'on utilise assez rarement, la question de la masculinité. On a spontanément des mots comme virilité qui vont arriver, mais un peu moins la question du masculin. Et après, en termes de forme aussi, là aussi, c'est pour ça que c'est tout à fait cohérent que ce spectacle soit programmé dans le cadre d'un temps génération.
puisque les jeunes hommes se racontent aussi à travers une histoire, leur rencontre aussi avec l'art, la culture, le spectacle, la pratique. Donc on a en termes de forme aussi du crump, du hip-hop, du break. Le fameux battle également, c'est ça ? Exactement. Ce défi à la fois par le corps, mais on sait sur le principe que le battle signifie joute par les mots ou par les corps, voire les deux ensemble. Exactement, et puis après, c'est vrai qu'on pourrait décliner aussi en termes de vocabulaire toute une chaîne entre la question du battle et la question du masculin, voilà. Battle, bagarre, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'on est sur des battles qui sont bien virils. Démonstration de la puissance. Il y a celui qui gagne, le vainqueur, et ceux qui, hélas, perdent. Et là, souvent, il se passe forme d'humiliation, le fait de ne pas avoir été déclaré vainqueur. Les acteurs, c'est 8 sur scène. Oui. Acteurs jeunes qui ont des parcours alors qui viennent d'horizons très différents, de cultures très différentes également, du break au hip-hop en passant par la danse classique. Le choix de ceux qui composent effectivement la compagnie, c'est Julie Berès qui a sélectionné ces jeunes. Oui, tout à fait. C'est vraiment de la même manière le travail qu'elle avait mené avec Désobéir, qui était une pièce d'actualité portée par la commune, le CDN d'Aubervilliers. Là, ce sont les rencontres qui ont guidé ses choix et qui ont guidé finalement la distribution de ce spectacle. Elle dit d'ailleurs à propos de ce spectacle, nous souhaitons faire de ce spectacle une ode à la liberté, à la joie et à la possibilité de choisir son destin sans avoir cette emprise de la société, voire de la famille, sur ces sujets-là. Et des clichés, tout à fait. Donc pour celui-ci, La Tendresse sera présentée les mercredis 26 janvier à 20h et le jeudi 27 janvier à 19h au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre. Deuxième temps dans ce temps fort génération, de la danse avec la création Fête proposé par Arnaud Pirot. Et là, pareil, 2 représentations au Théâtre 95. De quoi s'agit-il ? La fête, en cette période de Covid, on se dit, c'est un peu à l'opposé de ce à quoi nous sommes invités collectivement. C'est vrai, d'ailleurs on y reviendra sans doute après, mais ce temps génération est particulièrement marqué par la fête et en même temps on se dit, on essaie en tout cas nous de porter ce message qu'on peut quand même faire la fête. Voilà, il y a encore des solutions de faire la fête. Pour ce qui s'agit du projet donc d'Arnaud Pirot, on l'avait accueilli avec un projet qui s'appelait We Can Be Heroes, avec une performance collective qui avait eu lieu Place des Arts et qui nous avait tous bien marqués. Là, en fait, c'est un projet qu'il a créé juste avant le Covid, qui n'a pas joué depuis. Ça a été créé le 12 mars 2020 à Roubaix. En fait, Arnaud était un peu fasciné, toujours sur des questions de dépassement de soi et voilà, d'aller jusqu'au bout et d'aller jusqu'à presque la question de la trance, et fasciné par toute cette dynamique un peu de clubbing et de ce clubbeur ou de cette clubbeuse qui, jusqu'au bout de la nuit, reste sur la piste, faisant fi aussi de tout ce qui se passe autour de lui. Et en même temps, il a trouvé que c'était une performance incroyable aussi à proposer à un danseur amateur. Donc, il s'est fait accompagner pour la création musicale du DJ Robin Steiner. Et donc, la spécificité de ce projet, c'est que l'enjeu était de trouver un clubbeur local, évidemment avec les boîtes de nuit fermées. C'est un petit peu différent. Le repérage était un peu difficile. Le repérage a été difficile, mais en tout cas, on a un groupe d'une petite dizaine de personnes qui vont rencontrer Arnaud ce samedi 15 pour justement, et donc Arnaud va, à l'issue de cette journée, identifier 1 ou 2 danseurs, danseuses qui vont pouvoir aller jusqu'au bout de cette performance assez incroyable et inédite. Une ode à la dance floor, effectivement, ou au dance floor. C'est une création qui date de mars 2020 et qui donc sera présentée sur la scène du Théâtre 95 le vendredi 28 janvier à 19h et le samedi 29 janvier au même horaire à 19h, Théâtre 95, toujours Cergy Grand Centre. Troisième temps, c'est avec un artiste de la scène rap française, Giorgio, qui se produira, si tout va bien, le samedi 29 janvier à 21h, toujours au même endroit. Alors que dire quelques mots à propos de cet artiste ? Ses 3 précédents albums, Bleu Noir, Era et puis l'audacieux XX5, un véritable uppercut rap orchestré par des pointures telles que Woodkid en tête, eh bien, il vient de sortir tout juste l'année dernière, au mois de mai dernier, donc à 28 ans, son 4e et nouvel album, Sacré, avec des featuring, on dit featuring, mais dans notre langage peut-être plus courant à nous, on parlera d'invités qui partagent effectivement ses performances musicales. C'est
C'est une synthèse de son parcours d'une décennie complète dans le rap français et on dit que c'est son album le plus abouti, donc on ne peut que le recommander chaudement. Et la presse spécialisée a dit même à son propos, Giorgio est devenu classieux avec le temps, l'élégance, la maturité sont autant de caractéristiques de la musique et de l'écriture de Giorgio aujourd'hui. Alors, il n'y a plus qu'à aller le découvrir pour vivre un instantané de pure liberté et un moment sacré, titre de son nouvel album. Il sera d'ailleurs précédé sur scène d'une première partie. C'est un artiste qui est originaire du Val d'Oise, qui est né à Argenteuil, c'est Jewel Hussein. Tout à fait, c'est en fait un concert, comme les concerts précédents des temps génération, que l'on coprogramme avec la ville de Cergy, avec le 12. Donc on avait envie de proposer des choses différentes et la question du rap a été un grand sujet de débat et on est quand même ravis, on espère, on croise les doigts pour pouvoir accueillir ce concert de rap à la scène nationale le 29 janvier. C'est ça, 29 janvier à 21h au Théâtre 95, donc à Cergy Grand Centre. Côté programmation et spectacle, on vient d'en dire quelques mots. Côté vie du lieu, il y a un parcours 3 temps, 3 lieux qui sera organisé au cours de ce mois de janvier avec un appel à participation qui a donné des résultats, je suppose, ou qui est en cours. Il y a déjà des résultats, mais c'est en cours. En effet, alors l'idée, c'est un grand rendez-vous. On est ravis que Mazel Freten nous ait fait cette proposition. Mazel Freten les a accueillis sur le temps génération de novembre avec une proposition, leur deuxième duo en fait, qui s'appelle Perception. On les accueillera aussi sur le prochain temps génération du mois d'avril, dans le cadre du Golden Stage Tour. Et ils sont en fait artistes fil rouge de la saison, dans le cadre aussi du partenariat avec Visage du Monde. Et ce qui est formidable, c'est qu'on leur a expliqué ce qu'on souhaitait à travers ces temps générations, d'être dans une dynamique de faire danser, de faire participer, y compris des non-danseurs, de faire vivre nos espaces différemment en dehors du temps de la représentation. Et spontanément, cette proposition d'un parcours à travers la ville est venue, c'est venu d'eux et ça répondait pleinement à nos enjeux. Donc là aussi, c'est un peu ambitieux, mais on propose à tous les Cergy-Pontains de venir danser avec nous tout au long de la journée, avec 3 rendez-vous. Un premier rendez-vous donc sur la place des Arts, qui est une jam. Donc là, voilà, on sera en plein air, masqué, mais on pourra donc danser avec eux. Véritable happening participatif, donc tout le monde est bienvenu. Alors au départ, c'était à partir de 14 ans, mais s'il y a des plus jeunes, vous n'allez pas les mettre de côté. Non, évidemment, on reste ouvert à tous. Et puis en plus, sur la question de la jam, il n'y a pas d'inscription préalable, tout le monde peut venir juste en dernière minute. Ça, c'est de 11h à 12h30, place des Arts, donc à Cergy Grand Centre, de 14h à 16h, direction Visage du Monde. Oui, là on sera sur une proposition de battle hip-hop et électro, puisque c'est la spécificité de cette compagnie qui est vraiment, lui est spécialiste de la danse électro et elle de la danse hip-hop. Sur un format qu'on dit exhibition, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas des participants, on ne constitue pas, nous, les équipes. C'est un format vraiment auquel on assiste en spectateur, spectatrice, mais on peut évidemment, là aussi, danser et suivre le battle de manière très active et très participative. On revient sur Cergy Centre, du côté du Théâtre 95, de 18h à 19h, là pour assister à une performance entre le hip-hop et l'électro qui s'entremêlent. Tout à fait. Donc là, c'est pareil. L'enjeu est en fait de voir comment la danse et cette dynamique aussi hip-hop électro peut investir nos espaces et non pas seulement nos plateaux. Donc évidemment, il y a plein de surprises, mais il y a plusieurs petites performances qui vont se succéder à la fois sur les passerelles du théâtre, dans les espaces d'accueil, sur le parvis. Et donc c'est justement pour ce rendez-vous que l'on constitue actuellement un groupe entre 25 et 30 danseurs. Amateurs ou professionnels. Amateurs ou professionnels, en tout cas qui ont envie de danser déjà, ça c'est le principal. Il y aura un atelier préparatoire à Visage du Monde le mercredi 26 à 17h30. Et donc il y a une partie de danseurs professionnels de la compagnie Mazel Freten et ces danseurs amateurs qui vont nous proposer un parcours un peu insolite et atypique dans le Théâtre 95. Deuxième temps fort, dans ce même temps fort, au travers de ce parcours 3 temps, 3 lieux, il y a un événement qui va clôturer cette semaine du 26 au 30 janvier prochain, autour de ce temps fort génération. C'est l'équipe de France Breaking 2024 qui s'invite ici à Cergy-Pontoise et plus précisément au Théâtre 95. C'est ça. La question du lien entre art et sport est aussi au cœur du projet de Point Commun initialement. Et c'est vrai que à partir de cette saison 21-22, on a eu envie, nous aussi, de se mettre dans la dynamique Cap JO 2024 et que l'une des portes d'entrée les plus évidentes, c'était les temps génération. Et donc que les 3 disciplines olympiques pour lesquelles l'agglomération de Cergy-Pontoise est terre de jeu sont
le breaking, le basket 3x3 et le skate, et qu'évidemment, on a trouvé que ces disciplines étaient intimement liées à la question des cultures urbaines et de nos temps génération. Et donc, on commence avec le break, et on est aussi ravis, puisqu'on va être les premiers à accueillir. Et oui, c'est une première en France. Tout à fait. C'est un événement que la fédération va ensuite proposer dans l'ensemble du territoire, qui est en fait vraiment un format, disons, on dirait de manière un peu classique, de médiation, et avec 3 parties en fait. Une partie vraiment de présentation de l'équipe de France de break, qui sont donc, ça y est, qui s'engagent dans la dynamique olympique. Filles, garçons, hommes, femmes. Exactement. Donc, il y aura 4 membres de l'équipe de France, 2 b-boys et 2 b-girls, qui vont expliquer, voilà, pourquoi ils en sont là, pourquoi le break olympique et pas, peut-être pas le break aussi simplement, disons, artistique, même si les deux ne sont pas si cloisonnés. Et ensuite, ils finissent la partie de présentation avec une initiation qui est vraiment ouverte à l'ensemble des spectateurs et des spectatrices. Et puis la deuxième partie, c'est un format de battle, donc intitulé Battle Breaking 2024, où là, on aura aussi 4 b-boys et b-girls du territoire qui sont recrutés par la fédération, mais qui ne sont pas forcément professionnels, en tout cas qui ne sont pas dans l'équipe de France, qui vont affronter, entre guillemets, l'équipe de France. L'événement, il est à ne pas manquer, effectivement, le dimanche 30 janvier. J'ai pas l'horaire sur les yeux. 14h. 14h, au Théâtre 95, à Cergy Grand Centre. Une première en France, c'est à partager. Et c'est, sincèrement, pour avoir déjà vu des rencontres de breaking avec la même fédération française, c'est spectaculaire. Ouais, c'est spectaculaire. Et puis, c'est, pour le coup, réjouissant. On parlait de ce contexte. C'est réjouissant. Et puis, juste en préciser aussi que c'est 2 grands rendez-vous. Donc, à la fois le parcours 3 temps, 3 lieux et cet événement Équipe de France Breaking 2024 sont entièrement gratuits. Merci Chloé Gilbert pour nous avoir présenté ce grand temps fort génération très apprécié par la jeunesse de Cergy-Pontoise. D'ailleurs, il y a une invitation complémentaire qui est adressée aux jeunes du territoire. Ouais, effectivement, on questionne, on interroge la jeunesse, les artistes l'interrogent aussi. On a envie maintenant de l'interroger elle-même directement et notamment avec la question de cet ancrage territorial. Donc, c'est une véritable concertation. C'est une véritable concertation. On souhaite constituer un groupe d'une 20aine de personnes, de jeunes, on va dire principalement de 16-25 ans, mais une fois de plus, c'est ouvert pour savoir ce qui les intéresse, ce qu'ils aimeraient voir à la scène nationale, quelle musique ils écoutent. Et donc, on va proposer une concertation le vendredi 28 janvier, avant la représentation de fête. Merci une dernière fois Chloé Gilbert. N'oubliez pas, Génération, c'est du 26 au 30 janvier. C'est à Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. Allergique à toute forme d'autorité. On voulait la vie de Torina. Tout le monde a ses rêves et c'est obligé. Des missions en tête qu'on n'oublie pas. Tellement de désillusions, on n'a pas tous le moral. Je vais cendrer dans ta coupe de champagne, fuir les lumières de la ville. Pour les étoiles sur une route de campagne. Aucun diplôme, élève de l'école buissonnière. Je suis plus devant le hall, je traîne avec quelques bandits, tout plein de visionnaires. Avec tout le respect que j'ai pour les autres, je veux pas qu'un appart en zone pavillonnaire. Des terres comme le gang des Lyonnais. Il pleut ce soir, il pleut demain, y a peu d'espoir, je suis pas devin, j'écoute les conseils, ma part le ciel, je suis le seul maître de mon destin. Et je me demande pourquoi j'agis comme si l'amour c'était rien. Désaccorder le cœur et l'esprit, mauvaise idée pour être bien. J'essaie d'être meilleur que la veille. J'essaie d'être meilleur que la veille. D'être meilleur que la veille. Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Il nous faut conclure cette émission. Pour toute information et réservation concernant les spectacles qui ont été présentés et les autres spectacles, les tarifs, les abonnements et pour toute information pratique, je vous renvoie vers le numéro de téléphone de Point commun au 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 deux fois, ou sur internet ou sur la bonne adresse à point-commun.com et le tout au pluriel. Remerciements à tous nos invités, remerciements
remerciements tout particulièrement aussi à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission et à Damien Gissa pour la réalisation technique. Émission qui sera rediffusée samedi prochain. Nous serons le 15 janvier de 9h à 10h, toujours sur RGB, sur le 99.2 FM, mais également sur radio-rgb.net. Émission qui sera ensuite disponible à volonté en podcast à cette même adresse, mais aussi à l'adresse de Point Commun, c'est normal, à point-commun.com. Votre prochain rendez-vous avec Point Commun l'émission, bien c'est pour le mois prochain, le mercredi 9 février, de 19 à 20h, comme chaque deuxième mercredi du mois. D'ici là, au plaisir de vous retrouver à Point Commun, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise, à l'écoute de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM, mais également sur radio-rgb.net. Je vous renouvelle tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. À bientôt! Point commun, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois de 19h à 20h. Coproduite par Point Commun, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale RGB 99.2, et aussi sur radio-rgb.net. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h.